Cet épisode de Pause Report vous est présenté par Arken, le spécialiste mondial de l'accastillage. Que vous soyez plaisancier ou régatier, vous connaissez forcément le nom d'Arken. Depuis plus de 50 ans, l'entreprise américaine équipe en poulies, chariots, winch, systèmes hydrauliques et accastillage, bateaux de croisière et voiliers de compétition naviguant sur les plus prestigieuses épreuves de la Coupe de l'Amérique à The Ocean Race, en passant par le Vendée Globe ou les Jeux Olympiques. Installé en France depuis 1986, Arken n'a jamais cessé d'innover pour répondre aux attentes de ses clients, lançant régulièrement de nouveaux produits. C'est le cas de sa récente gamme de poulies Zircon, conçue avec des billes en céramique pour un minimum de frottement et davantage de résistance, ainsi que des poulies Blackmagic qui équipent les grands bateaux de régate et les voiliers de croisière performants. Autant de produits que vous pouvez retrouver en ligne sur arken.fr. Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 130e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 5 septembre. Il est exactement 10h22 et nous allons parler aujourd'hui de l'Ocean Globe Race dont la première édition s'élance dimanche à 13h heure anglaise, 14h en France, avec une première étape entre Southampton et le Cap en Afrique du Sud. Notre invité participe à la course autour du monde. C'est un skipper expérimenté qui compte plusieurs participations à la Route du Rhum, à la Transat Jacques Vabre ou à la Transat anglaise. Il est à la tête de l'équipage de l'Esprit d'équipe, un nom qui vous dit sûrement quelque chose. C'est un plan Philippe Briand mis à l'eau en 1981. Il s'agit de Lionel Régnier qui est déjà sur place à Southampton. Salut Lionel. Bonjour Axel, bonjour à tous. Eh ben Lionel, avant de te donner la parole, je vais faire une brève présentation de cette Ocean Globe Race organisée par Don McIntyre qui, à l'instar de ce qu'il a fait avec la Golden Globe Race, lancée 50 ans après le Golden Globe Challenge, a créé cette course pour fêter les 50 ans de la première Whitbread en 1973, la célèbre course autour du monde en équipage qui est devenue par la suite Volvo Ocean Race et aujourd'hui The Ocean Race. Comme pour la Golden Globe Race, le règlement de l'Ocean Globe Race impose un retour à la navigation à l'ancienne. On va en parler avec toi Lionel. Pour cette première édition qui comprendra 4 étapes, Southampton le Cap Auckland, Auckland Punta del Este avant un retour en Angleterre. 14 bateaux sont inscrits, répartis en 3 classes. Adventure, des bateaux de 47 à 56 pieds. Sayula, de 56 à 66 pieds. Et Flyer, une classe qui regroupe notamment des bateaux ayant couru une des 3 premières éditions de la Whitbread, ce qui est le cas de l'Esprit d'équipe mis à l'eau pour la 3e édition en 1981 et qui remportera toutes classes confondues l'édition 1985-86 de la Whitbread avec Lionel Péan à sa barre. Voilà pour cette présentation. Lionel, comment tu te sens? Raconte-nous comment on se sent un petit peu à quelques jours maintenant du grand départ de Southampton. Grosse envie de partir parce que moi qui viens, comme tu l'as dit, du solitaire, du double, organiser et mener un projet, même en équipe, un projet d'équipage, c'est vraiment pas simple. Tu vas nous raconter un peu comment tu as monté et structuré un petit peu ce projet, mais là d'ici les 5 jours qui te séparent du départ, quelles sont les urgences du moment? Est-ce que tout est prêt à bord de l'Esprit d'équipe? Oh, il nous reste j'ai genre 2 lampes torches pour finir les contrôles sécu et avoir notre carte verte. Il nous manque le reste de l'équipage qui finit d'arriver aujourd'hui. Donc oui, on est prêt. Hein. S'il fallait partir ce soir, je pense qu'on serait prêt puisque même la nourriture est à bord à part les quelques jours de frais que nous allons emmener. Pour le moment, tout est à bord.
Bon, et comment l'ambiance sur place, sur les pontons à Southampton, tous les équipages ont l'air prêts comme le vôtre ou il y en a quelques-uns qui ont l'air un peu plus à la bourre? Oh, un peu comme dans toutes les courses, il y en a des un peu, il y en a des un peu plus près que d'autres, mais ça bricole un peu. Ça me rappelle un peu nos premières mini. Bon, bah, Lionel, tu vas nous raconter un petit peu comment. Déjà, on va peut-être commencer par ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette course? Je me souviens que tu avais voulu déjà faire la Golden Globe Race, que la première édition en 2018, je crois que tu n'avais pas pu faire finalement. Qu'est-ce qui t'a donné toi envie de participer à cette épreuve? Mais comme tout coureur, moi ça fait un peu plus de 20 ans que je cours. L'idée était quand même de faire un tour du monde et si possible en course. Donc Vendée Globe, c'est plus de mon âge et c'est beaucoup trop cher et ça me ferait même plus rigoler. Ça, j'ai trouvé que c'était parfait. Vu l'âge, ça va être, je pense, ma dernière course. Donc c'était bien de faire un joli tour du monde. Et celui-là avait quand même un aspect intéressant. Un, revenir aux fondamentaux, naviguer avec le soleil et s'occuper du bateau plutôt que de l'ordinateur. Et puis, euh, et puis avec un bateau mythique en plus qu'on a réussi à retrouver puisque c'est celui qu'on voulait. Donc ça avait c'est un petit challenge dans le challenge, quoi. Ramener 40 ans après l'esprit d'équipe pour essayer de leur faire gagner. Je trouve que c'est sympa. Ouais, tu avais, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Tu avais tenté de participer toi à la Golden Globe Race? Oui, j'avais tenté de participer, mais j'étais pas dans une phase idéale pour le faire, puisque pour faire la Golden Globe Race, d'abord il faut avoir plus de 7 mois devant soi sans mettre pied à terre. Il faut pas d'enfants, pas de famille, pas de boulot, quoi. Il faut une liberté totale pendant plus d'un an, ce que j'avais pas à l'époque, quoi. En tout cas, pourtant j'ai essayé de le faire, mais j'ai pas réussi. Et quand on ne réussit pas à faire ça, il faut pas partir, sinon c'est l'enfer, hein. On a bien vu, hein, ceux qui n'avaient pas la liberté d'esprit se sont arrêtés vite. Ouais, je le disais en introduction, tu as un passé de régatier. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours pour nos plus jeunes auditeurs qui te connaissent pas forcément? Oh, ben, j'ai commencé en mini. J'ai commencé en mini en 99, 2001, 2000. 2000, c'était pas une mini, mais c'était un truc de fou avec nos mini, puisqu'on a fait Québec, les Sables d'Olonne, enfin Chicoutimi, les Sables d'Olonne. Puis en, puis en Pogo 850, où j'ai gagné qu'une course, mais c'est un bon souvenir. C'était l'Ostar, la Transat anglaise, avec le plus petit bateau de la course. Mais c'était du solitaire. Puis après, Route du Rhum en classe 40. De Rome, de Jacques Vabre en classe 40, avec deux classes 40 différents. Voilà, quelques allers-retours en Islande, aux Açores, quelques milles, quoi. Il manque les mers du Sud. Bon, donc tu n'as jamais vraiment cessé de naviguer depuis 25 ans. Voilà. Raconte-nous un peu comment, bah, de l'idée, comment tu as concrétisé cette idée de participer à l'Ocean Globe Race, comment tu as structuré ton projet, tu parlais de bateau, comment tu as été chercher ton bateau. Raconte-nous un petit peu comment tu t'y es pris pour monter ce projet. Bien d'abord, je me suis pris en parlant à mon camarade de jeu qui m'aide et qui a couru en double avec moi sur ma dernière Jacques Vabre, en lui disant voilà, il y a ça, j'irai bien. Est-ce qu'on y va tous ensemble avec ceux qui nous aident depuis le début? Et puis ben on a dit ok, allez, on est parti. Et après on s'est mis à chercher le bateau qu'il fallait. Ton camarade de jeu, c'est qui? Tu peux nous le dire? Pierre-Yves Cavant, qui est mon D'accord. second à bord, qui est le chef de projet et qui mène l'équipe et qui essaye de garder l'intégrité de l'équipe, de faire en sorte que ce soit un projet d'équipe et pas un projet basé sur un seul bonhomme. D'accord. Vous partez donc tous les deux et j'imagine qu'il te dit OK, banco, on y va. Et après, bah, comment on s'y prend pour monter un tel projet? Parce que c'est quand même pas un petit projet. Bah, c'est 4 ans, voilà, ça va faire un peu plus de 4 ans qu'on est dessus, hein. C'est comme un projet Vendée Globe, à la différence près que on n'a pas de moyens, on avait peu d'argent, on en a toujours pas beaucoup. Et donc, on va voir nos partenaires, ceux qui étaient là. Est-ce que ça vous fait rigoler? Est-ce que vous aimez
ce type de projet. On va pas communiquer beaucoup, c'est un projet à l'ancienne. C'est une belle aventure. Donc on a déjà amené avec nous ceux qui nous suivaient sur le sur les autres projets, ceux qui étaient avec moi pour la Golden Globe que j'ai pas fait sont restés avec moi et puis après on est allé en chercher d'autres et nos familles, nos enfants, nos amis, ça a fait tout ça une bonne équipe d'une petite trentaine de personnes entre les navigateurs et les terriens. Et donc, on a mis tout le monde au boulot, puisque c'est vraiment un projet amateur. Hein, aucun de nous n'est salarié. Comment tu as eu l'idée de faire renaître un peu l'esprit d'équipe? Justement, c'est le nom du bateau. On rappelle, hein, comme je disais en introduction, l'esprit d'équipe, bateau français mené par Lionel Péan, qui a gagné en temps compensé l'édition 85-86 de la Whitbread. Bien, l'idée, c'était d'essayer de trouver un des anciens bateaux de course. Donc, on les a tous un peu recherchés. Celui-ci était bien caché au fin fond de l'Antarctique. Il n'était pas à vendre, mais on a réussi à le trouver, à contacter le propriétaire. Et puis le Covid étant passé par là, je pense qu'il pouvait plus trop travailler là-bas et qu'il a été content de nous le fourguer. Un prix pas toujours raisonnable, mais un peu cher et pas dans un bel état. Mais l'avantage de ce bateau, c'était que normalement, avec son rating, c'était celui qui pouvait regagner, quoi. Alors évidemment, en IRC, ça change un peu la donne. On est un peu déçu par le sujet, mais par contre, c'est un excellent bateau qu'on aime bien, quoi. D'accord. Et qu'est-ce qui se faisait ce bateau en Antarctique? Et il faisait du charter, qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Oui, il faisait du charter, de l'expédition au Cap Horn, dans les canaux, depuis quasiment 17 ans maintenant. D'accord. Et raconte-nous, vous l'avez ramené comment? Et j'imagine qu'il a fallu travailler un petit peu dessus. Oui, alors pour le ramener, c'était le début de cette aventure, ça a été vraiment une première aventure, puisque comme nous étions en plein Covid, nous n'avons pas pu aller le voir avant de le réserver, puisqu'on pouvait pas faire un aller-retour là-bas. Bon, par contre, c'est celui qu'on voulait. On avait des photos. On s'est dit bon, allez, on s'organise pour aller le chercher. Donc, on a fabriqué un petit commando. On a réussi à s'échapper pendant le Covid en avion et aller là-bas. On a mis presque 4 semaines pour atteindre le bateau. D'accord. Avec le propriétaire qui était français, qu'on a réussi à emmener avec nous quand même. Et puis une fois qu'on était là-bas, content d'être arrivé, content d'avoir trouvé ce bateau, un peu déçu par son état. Et il y avait deux solutions. C'était soit on le laissait sur place et puis on rentrait, soit on le préparait tant bien que mal en moins de 8 jours parce que la saison, l'été austral est en train de finir, donc il fallait pas qu'on traîne là-bas, sinon ça devenait compliqué pour remonter, surtout avec un bateau qu'on ne connaissait pas et qui n'était pas dans un état exceptionnel. Donc on a fait un boulot d'investigation et d'élimination des problèmes possibles pendant quelques jours, et puis on a dit allez, on est parti, quoi, et on l'a ramené. Et vous avez mis combien de 1800 temps 000, 150 heures de couture et pas mal d'heures de bricolage. et vous avez mis combien de temps pour ramener le bateau? On a mis 52 jours de mer avec D'accord. deux arrêts, un à Punta del Este, puisqu'on se doutait que ce serait une escale et qu'en plus on avait besoin de s'arrêter pour réparer deux, trois bricoles, aller chercher un peu de marchandises, faire voir un blessé à un médecin, mais c'était aussi en plein Covid, donc on a fait une entrée à Punta del Este avec les militaires, les mitraillettes, et on a été isolé au bout du môle avec une ganivelle et un vigile, enfin et un militaire qui nous empêchait d'aller en ville et qui empêchait qui que ce soit de venir jusqu'à nous, quoi. On avait juste le droit de se faire passer un peu de ravitaillement par-dessus la barrière. Ouais, donc Et c'était puis après, on est déjà une reparti aux aventure en Açores. soi. Ouais. Donc c'était déjà une aventure en soi, ce convoyage. Ah oui, ça c'était, je pense, une vraie aventure un peu compliquée. On savait qu'on partait, on savait pas quand on serait revenu, hein. C'est ce que j'avais dit d'ailleurs à ceux qui faisaient partie du commando. Prévoyez pas de date de retour, on n'en sait rien du tout. Entre le Covid et l'état du bateau, et il faut qu'on le ramène et après on verra.
Et vous êtes rentré Donc, quand en France? Vous êtes arrivé quand en France? bah, du coup, après, on s'est arrêté aux Açores parce que on était du coup un peu à la bourre entre le temps d'arriver au bateau, etc. Et on avait tous deux, trois trucs importants. Moi, j'avais une signature de vente pour vendre la maison qui était prévue. Il fallait que je sois rentré. Donc, je suis rentré la veille de la signature. On a laissé le bateau aux Açores. En même temps, ça permettait aussi de revenir au sable autrement qu'avec un couvre-feu à 18 heures, hein, puisque c'était encore en version encore Covid. Donc on a laissé le bateau un peu aux Açores. On est rentrés tous gérer nos affaires puisqu'on était parti depuis février et là on était début mai. Et puis on a fait un joli retour au Sable d'Olonne mi-juin. D'accord, ça c'est 2021 du coup. Oui. Ouais, d'accord. Est-ce que depuis, j'imagine que vous avez travaillé sur le bateau, parce que tu disais qu'il n'était pas en très bon état. Qu'est-ce que vous avez fait sur ce bateau comme optimisation, comme réparation? Et on l'a une fois qu'on a été rendu au Sable d'Olonne, un petit peu de repos. La conférence de presse de l'OGR qui annonçait la course avec quelques bateaux sont venus au Sable d'Olonne et puis juste après on a sorti le bateau, mis à sec et on a commencé à tout démonter. Je pensais pas tout démonter, mais quand on a commencé à démonter et qu'on a vu l'état général, ben, on a passé un mois et demi, presque 2 mois, à vraiment tout démonter et on est reparti d'une d'une coque à lui. Le seul truc qu'on n'a pas enlevé, c'est la quille, quoi. Le reste, D'accord. on a tout enlevé. La peinture, l'enduit, tout ce qui était monté sur le pont à l'intérieur, il n'y avait plus rien. Enfin, on est reparti d'une carcasse à lu et on a sauvé tout le matériel qui était sauvable et restaurable, échangé celui qui ne l'était pas et refait un bateau du coup qui se rapproche de l'origine, comme quand on refait une voiture de collection, quoi. L'idée c'est de le remettre en bateau de course et pas en bateau de charter. On rappelle, hein, c'est un plan Philippe Briand qui avait été mis à l'eau en 1980 pour la troisième édition de la Whitbread. Quelles sont un peu les caractéristiques de ce bateau? Et j'imagine que c'est quand même une fierté aussi de naviguer sur un bateau un peu mythique. Oui, en même temps, ça nous met un peu de pression parce que sur les bateaux qui sont là, c'est quand même le seul qui l'a gagné 2 fois, puisqu'il l'a gagné, comme tu le disais, en 85-86 avec Lionel Péan, toutes classes confondues. À l'époque, d'ailleurs, il n'y avait pas encore de classe. Et en 89, là où les maxi sont arrivés, il restait des classes. Et là, il était à l'époque dans la classe des petits, alors qu'aujourd'hui, là, il va être dans la classe des grands. Dans la classe des petits avec Patrick Tabarly, il a gagné aussi ces années-là. Ah Donc, oui. c'est un bateau qui était fait pour ça. Il était c'est un plan brillant, oui, fait à Saint-Jean-d'Angély, chez Dufour, chez les constructions navales aluminium Dufour. Euh, mais c'était je dirais, le début de l'évolution des bateaux où on passait des formes super classiques et là on commençait déjà à avoir un peu plus d'élancement, des formes de quilles un peu différentes des voûtes arrière qui remontaient juste avant que ça passe au grand maxi, quoi. Tu peux nous rappeler la règle pour participer à l'Ocean Globe Race? Il faut avoir quoi comme bateau? Et je disais qu'il y avait plusieurs classes de bateaux, mais quel est le règlement précis? Il faut avoir soit des bateaux de série d'avant 88, puisque la première Whitbread, c'est un bateau de série, un Swan 65, Sayula qui l'a gagné. Donc les Swans sont évidemment acceptés. Il y en a beaucoup d'ailleurs, hein. Donc tout ce qui est type Swan, Baltic 55, les bateaux de course croisière de l'époque. Et dans la classe Flyer, celle où Flyer avait gagné, à la deuxième, mais ce sont on a le droit d'inscrire des bateaux qui ont pris le départ d'une des 3 premières. D'accord, ouais, Donc donc l'esprit d'équipe ayant pris le départ de 81, mais n'étant pas très près, il a dématé la deuxième étape, pouvait s'inscrire à la course, quoi. d'accord. Vous aviez étudié d'autres possibilités? Vous aviez cherché éventuellement d'autres bateaux? Oui, on avait regardé le Charlie Chick 3, on avait cherché Critère 9 qu'on n'a jamais retrouvé. Je ne sais pas où il est d'ailleurs. Le Flyer existe encore, mais il est à un prix intouchable.
Donc, et on avait regardé aussi les Swan au cas où on ne serait pas arrivé à trouver un vrai bateau de course, quoi. Et est-ce que tu as parlé de ce projet à Lionel Péan, qui on rappelle, a gagné donc en 85-86? Bah, écoute, on n'a pas fait trop les malins, mais c'est l'équipe de 85-86 nous a contacté rapidement quand ce projet a été mis en route, puisque notre retour au Sable d'Olonne a fait un peu parler quand même dans la presse spécialisée. Et du coup, Fred Leclerc, Lionel Péan nous ont appelés assez rapidement. Et, euh, et quand on a fait le baptême après le chantier, là, au mois de septembre l'année dernière, il y a un an, et un moment très émouvant était quand même que 6 des 8 étaient là pour le baptême. Lionel était le parrain et ils ont pleuré, ils nous ont fait pleurer, quoi. Bon, joli clin d'œil. Et est-ce qu'il y en a qui seront au départ à Southampton dimanche prochain? Dan est passé nous voir avant-hier, euh, mais Lionel est occupé dans le sud pour le départ, donc il sera pas là. Donc on va voir. Je pense pas qu'on ait grand monde là sur le départ, mais je pense il se garde pour l'arrivée. Bon. Est-ce que toi, quand tu étais jeune navigateur, la Whitbread, c'était une course qui te faisait rêver? Oui, bien sûr, c'était mes premières lectures d'ado, quoi. C'est ce que je regardais à l'époque, hein. Gauloise, La Poste, l'esprit d'équipe, tout cela, on les a. Penduic, évidemment. Oui, oui, c'est notre. On est né là-dedans. Raconte-nous un peu maintenant comment tu as monté ton équipage. J'ai regardé un peu la composition de l'équipage en préparant cette émission. J'ai l'impression que c'est un équipage très très familial. Alors oui, mais c'est pas là-dessus qu'on veut entre guillemets communiquer. C'est pas ce qu'on a forcément voulu. C'est en fait ce qui s'est passé, c'est que quand on a dit à nos enfants qu'on allait faire ça, ils ont dit ben nous aussi. Ouais. Donc on a dit ben ok si vous voulez voilà ce que ça va donner. Donc pour nous on l'a pas fait pour le faire avec nos enfants, mais ils ont voulu y aller et donc pour nous ce sont des équipiers comme les autres, même si ça va mettre un petit plus pour nous. C'est sûr qu'aller passer le Cap Horn avec tes enfants, c'est pas mal, mais c'est pas du tout l'axe de communication qu'on veut avoir et ça n'a pas été une volonté de notre part. Ça s'est fait naturellement et c'est ce qui va peut-être faire la force de la chose. Donc voilà, donc évidemment ça représente un peu. Certains en auraient même fait bien un peu plus, mais ils sont jeunes et tous en début de carrière, quoi. Donc concrètement, tu peux nous dire qui constitue l'équipage, en tout cas peut-être sur la première étape qui part dimanche. Alors on est une 14-15 équipiers, puisqu'il faut fabriquer une équipe complète, hein, avec du monde aussi sur le banc de touche, parce que tout peut arriver et on a quand même une obligation de minimum à bord qui est 8 pour nous. D'accord. Et on a choisi d'être 8, 9 et 8 sur les 4 étapes. On est à peu près 5 à faire les 4 étapes, parce qu'il faut un noyau quand même qui connaisse parfaitement bien le bateau, qui ait le temps et qui soit dedans tout le temps. Donc bon, mon second et moi on fait les 5 étapes. Capucine fait les 5 étapes. Léo fait les 5 étapes. Et Donc Quentin fait les 5 étapes. Léo Cavan, Capucine Tréfaut et Quentin Cavan, c'est ça. Voilà. Et Eux se sont organisés professionnellement, familialement, depuis longtemps pour pouvoir faire les 5 étapes. Après, certains en font 3, certains en font 2, et certains n'en font qu'une, et certains, pour le moment, n'en font encore pas, mais sont prêts à partir. On fait tout ce qu'il faut, leur qualification, leurs tests médicaux et compagnie, et sont prêts à sauter soit dans l'avion, soit dans le bateau avec leur sac prêt au cas où. bon, justement, est-ce que tu peux nous dire comment on fait pour se qualifier? Est-ce qu'il y a des règles de qualification strictes pour participer à la course? Et raconte-nous un peu comment vous êtes préparé. Alors, la course demande à ce que chaque équipier ait fait 1000 milles
sur le bateau. Enfin, au moins 70% de l'équipage à bord, à chaque étape, est fait au moins 1000 milles sur le bateau. Nous, on a exigé que tout le monde ait fait au moins 1500 milles et au moins passer une semaine, voire plus, à bord en mer et dans toutes les conditions. Et pour ça, on a organisé cet hiver un tour de l'Atlantique en mi-course, mi-convoyage, où on est allé faire un petit tour aussi dans l'Atlantique Nord, essayer de monter jusqu'à New York et pour que tout le monde puisse venir naviguer dans des conditions pas forcément faciles et que puisse s'habituer aussi et à la vie à bord et à la vie de groupe parce que 8 ou 9 sur ces bateaux-là, c'est pas toujours facile. Donc le facteur humain est presque, oui, je dirais presque plus important que les compétences maritimes. Les compétences maritimes s'apprennent assez facilement. Les facteurs humains, on l'a ou on l'a pas. Ouais, bien sûr. J'imagine qu'il a fallu aussi pour certains, en tout cas pour les plus jeunes, s'habituer à une navigation un peu différente, parce qu'on parle de navigation à l'ancienne. Est-ce que tu peux nous dire précisément ce que ça veut dire, en l'occurrence, navigation à l'ancienne sur l'Ocean Globe Race? Eh bien, ça veut dire carte papier, ça veut dire sextant, compas de relèvement, estime, radio BLU. Même si les législations nous obligent à avoir tout le reste, mais tout le reste est caché, enfermé dans une boîte. Pour la D'accord. sécurité, on est capable d'appuyer sur un bouton et de déclencher un homme à la mer et de déclencher une position sur un traceur, mais après il faut aller ouvrir la boîte noire dans laquelle ces informations sont là. Et donc on s'en sert, nous on s'en sert pas, personne s'en sert, sauf pour la Sécu. Donc ça n'a pas été facile d'ailleurs à inventer comme système, hein. Il a fallu le trouver, l'inventer, et faire en sorte que ça marche et que ça ne déborde pas sur le reste. Et puis nos jeunes, ils s'y sont très bien habitués. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas attendu le dernier moment pour le faire. C'est-à-dire que depuis le début de l'hiver, on navigue à la carte papier, au sextant et à l'estime. Donc quand ils se rendent compte que ça fonctionne, ça les rassure. Mais c'est vrai qu'au début, c'est pas facile. Ouais, toi-même, tu as beaucoup navigué comme ça, ou il a fallu que tu te replonges un peu dans tes souvenirs? Bon, il a fallu se replonger un peu dans les souvenirs, mais on avait démarré comme ça. Moi, quand j'ai appris à faire du bateau et avant d'être coureur, je naviguais et je naviguais comme ça, quoi. Mon premier bateau de croisière, c'était un petit truc en bois où dessus il y avait rien, quoi, hein. Il y avait une vieille gonio, un lock à hélice et puis c'était des cartes et du compas, quoi. Donc, Et il y a mais un, on y arrivait. ouais, bien sûr. Et il y a un navigateur à bord? Il y a quelqu'un qui est spécialement dédié à la navigation à bord de l'Esprit d'équipe? Alors, on a essayé de ne pas mettre qu'une personne spécialisée dans chaque chose parce que c'est dangereux. Donc, plusieurs se sont intéressés au sujet. Donc, on a quasiment la moitié là sont capables maintenant de faire de la navastro. Comme ça peut changer. On n'est pas obligé de réveiller celui qui se repose s'il faut que ce s'il y en a un autre qui sait faire, c'est bien. Quand il y en a qu'un, ça veut dire que il a plus de vie, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse que ça, et on n'est pas assez nombreux pour que chacun fasse que ça, quoi. Donc Ouais, bien sûr. il y en a plusieurs qui savent faire maintenant, et en plus tout le monde a envie de savoir faire. Donc c'est ça qui est intéressant. Je pense que à la fin de la deuxième étape, tout le monde saura le faire, quoi. C'est plutôt Et, rassurant. ouais, et vous allez beaucoup barrer, ou vous avez un régulateur d'allure? Comment ça se passe? Mais il n'y a pas de pilote Euh, automatique sur ces bateaux-là. Depuis qu'on est allé chercher ce bateau, le pilote est tombé en panne au bout de 10 minutes en partant d'Ushuaïa. Donc on n'était que 5 pour le ramener et on a tout fait à la barre. Depuis, il y a toujours la centrale du pilote, mais j'ai jamais remis un moteur parce que dans le règlement de course là, on n'a pas le droit au pilote D'accord, ouais. ni au régulateur. D'accord. On peut les Ouais, donc, avoir, mais on n'a pas le droit de s'en servir. Donc du coup, je les ai jamais remis. Et donc il y a tout le temps quelqu'un à la barre. À l'époque, il n'y avait pas de pilote et ça barrait tout le temps. Donc
depuis le début, on est dans les conditions prévues. D'accord, ça veut dire que du coup, de toute façon, vous l'auriez fait, mais vous avez un système de quart à la barre. Combien de temps chacun passe à la barre dans votre organisation? À peu près une demi-heure en fonction de l'état de la mer et de l'état de fatigue de chacun, mais souvent le quart change de barreur toutes les demi-heures. Et D'accord. si quand c'est un peu dur, ça peut descendre à 20 minutes et quand c'est facile et que les autres ont autre chose à faire, ça peut aller plus loin, mais en général c'est 30 minutes. Quand on regarde les films d'époque des premières Whitbread, notamment ceux de Dominique Pippa, hein, qu'on peut voir sur la plateforme Sailors, il y avait toujours un cuisinier ou une cuisinière à bord. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une personne qui ne fait que la cuisine ou c'est plus organisé comme ça 50 ans plus tard? Eh bien, personnellement, j'aurais bien aimé que ce soit comme ça. Du coup, c'est faisable sur Pendwick, par exemple, où ils sont 12, c'est comme ça. Ouais. Nous, on sait pas faire ça. On a fait différents tests hein, pendant justement nos navigations d'avant. Et le deuxième problème, c'est que si on fait ça et qu'on amène de la nourriture entre guillemets normale, nous, ça rentre pas pour 40 jours. Ouais. Ça rentre pour 25 jours, 28 jours, mais ça rentre pas pour 40 jours. Donc, on s'est résolu à passer au lyophilisé, un peu comme à l'époque. Euh, mais on n'a pas réussi à trouver forcément ce qu'on voulait. Donc non, il y aura pas de là, il n'y a pas de cuistot à bord parce que de toute façon pour faire chauffer de l'eau, il n'y a pas besoin d'un cuistot quoi. Ouais, bien sûr. Donc on Peu se fera par- plaisir de temps en temps en laissant quelqu'un à la cuisine avec quelques deux trois ingrédients plus sympathiques, mais ça sera le repas du dimanche, on va dire. ouais. Parlons un peu du plateau. Donc, vous êtes en classe Flyer. Flyer, il y a cinq bateaux sur cette classe. Je vais rapidement les citer. L'Esprit d'équipe, Pendwick 6 avec Marie Tabarly à la barre, Neptune qui est aussi un bateau français, Translated 9 et le célèbre Maiden vainqueur dans sa classe de l'édition 88-89 de la Whitbread avec Tracy Edwards à la barre. Quand tu regardes ce plateau, est-ce qu'il y a des bateaux qui sont selon toi au-dessus des autres? Quelle est un peu est-ce que tu peux nous faire un état des lieux de la concurrence? Il y a du niveau, puis en plus, tous ces bateaux-là sont plus grands que le nôtre, donc ils vont plus vite, donc ça va pas être facile. Euh, oui, Pendwick est comme nous, il est prêt, ils sont déjà plusieurs professionnels à bord, plus l'équipage, et ils ont fait comme nous le tour de l'Atlantique, on l'a fait ensemble hein, l'hiver dernier, donc c'était un bon entraînement, donc ils sont prêts. Maiden court depuis longtemps, donc l'équipage des filles a l'air aussi bien affûté et c'est un bateau qui va vite. Neptune est moins prêt parce que ils ont pas trop eu le temps d'essayer, mais ils ont fait un excellent refit aussi et ils y vont pour faire une perf, hein, ils y vont pas pour aller se promener. Donc et Translated aussi. Donc oui, tout le monde y va le couteau entre les dents et ces cinq bateaux-là me paraissent tous bien préparés et prêts à faire feu. Donc ça va être une vraie compétition intéressante. Ouais, c'est un classement en temps réel, en temps compensé. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les différents classements? Ben, en courant en IRC, donc D'accord. il y aura un classement toute classe IRC, un classement par classe en IRC, bon plus la line honneur pour le plaisir, mais le seul hic pour nous, on pense, c'est que l'IRC n'est plus adapté à nos bateaux. Et mais on connaît pas bien les formules de calcul. Moi, je suis nouveau là-dedans, habitué que Ouais. courir en bateau en monotypie ou en classe. Donc là, j'avoue que nous, on est allé chercher ce bateau parce que son rating était excellent à l'époque. Ouais. Euh, il l'est beaucoup moins maintenant. On ne sait pas pourquoi. Alors qu'il devrait être encore meilleur on a un mât plus court, une baume plus courte et qu'on est sûrement un peu plus lourd qu'à l'époque. Mais en fait là,
on va avoir beaucoup de mal à sauver le rating. Il va vraiment falloir qu'on soit très bon et au bon endroit si on veut sauver la mise, ce qui n'était pas prévu. Donc je pense que les ratings de maintenant sont faits pour les bateaux, les carènes de maintenant, et que ça n'avantage pas les nôtres, ou en tout cas ça fait des trucs un peu bizarres, quoi. D'accord. Et vous avez un nombre de voiles limité à bord, j'imagine? 9, mais nous on en a Neuf. moins que ça parce qu'on n'est pas riche, alors on n'a pas pu en faire plus, on en a que 6. Bon, justement, on va finir là-dessus. C'est quoi le budget d'une telle aventure pour l'esprit d'équipe? Oh, ben ça dépend, ça dépend des gens, comme dirait l'autre, mais il faut, c'est au minimum une paire de foils d'un IMOCA. Ouais. Si on peut faire la comparaison, Donc, faut considérer que là-dedans il y a un refit forcé puisqu'on reprend du vieux bateau, hein. C'est un peu comme les autres. Quand on rachète un vieux classe 40 ou un vieil IMOCA, il y a un peu de boulot pour le remettre à la jauge. Là, c'est encore pire parce que la plupart étaient en version croisière. Donc, si on veut vraiment les remettre en version course croisière, il faut un peu de travail et un peu d'argent. Donc voilà, pour le bateau, on l'achète pas très cher à la base, mais il faut remettre 3 fois son prix ou 4 fois son prix pour en faire un bateau qui soit et performant et fiable pour aller dans le sud. Donc là, on évite entre 300 et 600 000, et puis après il faut 200 000 pour fonctionner pendant 3 ans et sans salaire. C'est-à-dire qu'un petit projet comme le nôtre, c'est entre 6 et 800 000 et il n'y a pas un salarié. d'accord. Et il y a des projets plus importants, plus Bon, ben, ambitieux. oh, oui, je pense. Je pense qu'il y en a qui avaient Translated n'avait pas beaucoup de limites, je pense. D'accord. Ouais, ouais. Pour finir, quel est un peu votre objectif, vous, sur cette course? Est-ce que vous savez avec qui vous allez batailler en particulier? Ben, on va batailler avec tout le monde. On va batailler avec tout le monde puisqu'on est en IRC. Donc, Ouais, bien sûr. l'idée, c'est de faire le meilleur classement IRC. Le fond dans l'esprit de tout le monde, c'est d'essayer de ramener ce bateau gagner à la meilleure place possible et de gagner. Ce serait magique. Euh, le gagnant de 85 qui regagne en 2023, 50 ans après, pourquoi pas, mais on sait que ça va pas être facile. Donc l'objectif, c'est de faire le mieux possible, de donner tout ce qu'on peut avec nos moyens pour être les meilleurs. Et puis de se faire plaisir quand même. Bien sûr. Combien de temps vous prévoyez pour aller jusqu'au Cap? 40 jours. Eh ben très bien. Eh ben écoute, merci Lionel pour ces explications. On en sait beaucoup plus sur cette première édition de l'Ocean Globe Race qui s'élance donc dimanche de Southampton pour une première étape à destination du Cap avec 14 bateaux au départ. On te souhaite et à ton équipage de l'esprit d'équipe une très bonne première étape. On va vous suivre avec attention tout au long de ce tour du monde. Et quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour un 131e épisode de Pause Report. Très bonne journée Lionel et bonne Ocean Globe Race. Merci à vous et puis rendez-vous au mois d'avril. Très bien, à bientôt Lionel, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt!